en prie, restez concentrés. J'aime me battre. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Ciné-Débat, le podcast Télé-Sorbonne où 2, 3 ou 4 personnes parlent, crient, se battent autour de films qui, elles, ont chacun et chacune ramené autour d'un sujet. Au programme de cette émission, nous vous parlerons des films autour de l'hiver. Je suis Pierre et je suis accompagné de Paul. Salut Paul. Salut. Et je suis aussi accompagné d'Anne, que l'on accueille dans cette émission. Salut Anne. Salut. Attention, cet épisode contient des spoilers. Si vous n'avez pas vu les films et que vous voulez ne rien savoir de leurs intrigues, nous vous invitons à arrêter le podcast maintenant, à les regarder et à revenir ensuite. Si vous les avez déjà vus ou que vous vous en fichez, bon épisode. Vas-y. Et donc, on commence tout de suite avec le film d'Anne, parce qu'on fait un petit bisutage quand même, on est sympa. On vous parle donc de Joyeux Noël de Christian Carion. Bon sang, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé? Shame on you, Cole. Ça s'appelle haute trahison. Si l'opinion publique apprend ça, participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment... Le pays? Mais qu'est-ce qui c'est le pays? Sur ce qu'on souffre ici? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Joyeux Noël est un film de Christian Carion, sorti en 2005, et qui raconte l'histoire de soldats français, allemands et écossais qui, pendant la Première Guerre mondiale, le 1er Noël de 1914, ont déclaré un cessez-le-feu et ont fêté Noël ensemble. Réunissant au casting Diane Kruger, Guillaume Canet ou encore Danny Boone, c'est Anne qui nous ramène le film. Alors, pourquoi ce film ? Alors déjà parce que je l'ai vu étant assez jeune et j'ai vraiment adoré ce film. D'abord parce que l'histoire est assez belle et qu'elle est tirée de faits réels, une histoire totalement vraie. En fait, la fraternisation entre les tranchées ennemies a vraiment eu lieu, donc c'est déjà quelque chose qui est assez incroyable. Ensuite parce que ça allait bien avec la période de l'hiver. Et aussi parce que, pour une fois, on a affaire à un film sur la Première Guerre mondiale qui ne va pas diaboliser un côté, donc les Allemands souvent, majoritairement, et plutôt bien montrer chaque personnage dans chaque camp, avec la propagande que les écoles mettent en place pour que les jeunes détestent le côté adverse de manière assez transparente et sans vraiment ce côté un peu diabolique donc d'un côté. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteurs, notamment surtout de Danny Boone qui a un super second rôle. Et sinon, le film est très bien réalisé, il est assez agréable à regarder, on s'ennuie pas devant, sauf certains qui l'ont trouvé assez long, mais je l'ai trouvé assez fluide et plutôt agréable à voir. En plus, il y a des belles scènes avec notamment les chanteurs allemands, la musique est assez agréable aussi, donc voilà. Et du coup, toi Paul, qu'est-ce que t'as pensé du film ? J'ai trouvé que c'était un film qui donnait exactement ce qu'on attendait. Donc l'avantage c'est que ça déçoit pas. Les désavantages c'est que ça surprend pas. Voilà, c'est juste, j'en pense pas grand chose. C'est un film où tu t'attends à rire et pleurer et voilà, tu ris, tu pleures. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais si tu veux passer un bon moment, ouais. Enfin, c'est pas le premier film de ce genre que je vois, du coup. Mais le fait que ce soit une histoire vraie et que... Mais ouais, même ça. Enfin, moi, l'histoire, je la connaissais déjà et je l'ai juste vue jouée par des acteurs que je connais déjà, donc ça m'a pas frappé plus que ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la surprise, du coup. Alors, moi j'ai eu la surprise parce que je connaissais pas non plus l'histoire de base, et je trouve que le film, c'est un peu un pétard mouillé qu'on te balance comme ça, fait « Regarde, c'est une super histoire vraie !» Et en fait, le réalisateur est un peu incapable de vraiment te créer de l'empathie pour ses personnages. Notamment parce que dès le début du film, ça va extrêmement vite, on voit les deux Écossais qui vont s'engager à l'armée, on voit le personnage de Diane Kruger avec son mari qui lui est enlevé, et on voit le personnage de Guillaume Canet qui est devant un lieutenant et qu'on découvre à la fin comme un plot twist. C'est son papa! Ah bah merci film, franchement, heureusement que tu nous as dit ça, on est vraiment extrêmement choqués. Et du coup on se retrouve devant un film où au début ça va hyper vite, on comprend pas où on est parce qu'on ne sait jamais dans quel pays ils sont, on comprend pas à quel moment se passe le film du coup parce que c'est avant la fin du film et les cartons de fin, on ne sait pas que ça se passe en 1914. Et en plus le film est à plusieurs moments techniquement assez indigent. C'est-à-dire que la première scène de guerre, c'est quand même Christian Carion qui prend sa caméra et qui fait « Il y a des explosions, alors du coup, je vais faire une shaky cam parce que c'est rigolo de faire bouger la caméra un peu partout.
tout. On comprend rien à cette scène de guerre. Et aussi, pendant les chants, il n'y a qu'une seule scène, c'est la scène où ils sont avec les officiers allemands, où j'ai l'impression que Diane Kruger chante. À tous les autres moments, on sent que c'est une doubleuse qui prend la voix de Diane Kruger, et en plus, en termes... je sais pas si c'est que moi, mais ça sent que c'est pas la voix de Diane Kruger, en fait. Oui, ça j'avoue que j'ai vu la première scène où elle chante, j'ai fait... Pourquoi j'ai pas l'impression que c'est sa voix qui sort de sa gorge, c'est bizarre. Par contre, pour le fait que ça aille vite au début, je trouve pas ça très dérangeant parce qu'effectivement, si on avait eu un début plus long, ça aurait été pour le coup vraiment long et c'est pas le but de l'histoire, c'est de raconter le milieu. J'ai trouvé qu'on s'attachait quand même au personnage les deux Français, Danny Boone et le lieutenant là. Ouais, Ils avaient un jeu qui sort un peu de l'ordinaire vu que les films français c'est pas ce qu'on regarde le plus. J'ai quand même l'impression que Guillaume Canet, il a deux émotions, c'est oui, il est pas très difficile, expressif. ou sinon il est juste complètement dépresso, il fait je sais pas où je vais. Ah mais j'ai trouvé qu'il allait bien. Ouais, moi le personnage de Danny Boone, je l'ai trouvé franchement attachant pour le coup. Oui, surtout. Et le fait qu'il meure, c'est l'un des. Ouais, tu verses ta petite larme quand même. C'est une belle idée en plus. Et tout le moment aussi où il est en train de lui faire la coupe de cheveux de Guillaume Canet et où il a le réflexe de sortir le petit miroir. Je pense aussi quand même que le film a certaines jolies idées. Dans le moment personnel, l'Écossais enterre son frère et il est littéralement dans la tombe. Parce que la mort de celui-ci lui fait avoir littéralement déjà un pied dans la tombe, ou encore cette envie de critiquer les autorités, qui arrive comme un cheveu sur la soupe dans la conclusion du film. Mais sauf que dans ce film-là, ça ne marche pas, parce que la critique des autorités arrive trop tard. Elle n'est pas du tout amenée à suffisamment tôt dans l'histoire. Et donc oui, il y a une belle idée avec la critique du monde spirituel, avec le prêtre qui dépose sa croix à la fin du film, ou avec la critique du sergent qui est en fait son père, et finalement c'est une critique de l'autorité familiale, et de l'État et spirituel. Mais en fait le film survole un peu tout ce qu'il a envie de faire, et donc j'arrive pas à rentrer vraiment dans l'histoire. Après, peut-être que ça m'a pas dérangé personnellement parce que c'était pas m'attacher au personnage que je voulais, mais plus l'idée que, oui, les gens qui sont dans ces tranchées vivaient dans un froid horrible, les conditions étaient atroces, perdaient des gens qui leur étaient chers, et derrière étaient complètement dirigés par des hommes qui sont en arrière en France, dans des bureaux, et qui fêtaient Noël comme les Allemands, avec tout ce qu'il faut, le confort, etc. Et l'idée que, en fait, les hommes qui s'entretuent ne savent même pas qui ils tuent et s'en fichent au final, sont là parce qu'on les a placés là et parce que des gens plus grands qu'eux les ont dirigés, les ont placés dans des tranchées, quoi. Et c'est surtout ça l'idée du film, je trouve, de bien montrer l'horreur des tranchées, et ça, je trouve qu'on le voit bien, parce que les mecs dorment dehors, dans la neige presque. Enfin, bon alors. Non, après je suis d'accord avec toi dans le sens où ça montre bien la difficulté des tranchées, notamment avec la photo qui est un peu cradingue pour montrer aussi toute la saleté qu'il y avait dans les tranchées. Et quand il décide de poser sa caméra dans l'espèce de manoir français où il y a les Allemands, là la photo est beaucoup plus chaude avec beaucoup plus de couleurs. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir par exemple le personnage de Diane Kruger qui est habillée en rouge. Quand elle est dans ce manoir, on voit bien le rouge de son capuchon, alors que quand elle est dans les tranchées, c'est presque gris. Et là, il y a une idée de photo qui est intéressante. Malgré ces belles idées et une photo qui fonctionne vraiment bien avec son idée, décide de tout survoler parce qu'il n'a pas envie de rentrer vraiment dans les détails. Il n'a pas envie d'aller avec ses personnages, alors que pourtant, c'est un film qui veut montrer l'intimité de la guerre par l'usage de gros plans, par l'usage de toute la grammaire cinématographique pour créer de l'intimité, mais il n'y arrive jamais parce que en fait, il a trop de personnages, je pense. Il veut faire un film choral. Tu disais qu'on manquait d'attachement aux personnages, et justement, je pense que le fait que c'est un film choral, sans intention de raconter une espèce d'épopée gigantesque, ça joue, en fait, c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est là pour te donner un joli tableau de ce qui s'est passé à l'époque, d'un beau moment de fraternité entre des gens à qui on avait appris à se détester. Et c'est juste ça, quoi. Puis en plus, au-delà de ça, c'est des personnages qui sont faits pour raconter l'histoire de tous les personnages qui leur ressemblent. Du coup, je trouve que c'est vraiment des généralités. Tu reconnais la personne qui a l'Allemand qui est marié avec une Française, donc l'amour entre les deux camps, les frères écossais, le prêtre qui sait plus où se mettre. D'ailleurs, assez intéressant aussi, la question de l'église, de la religion pendant la guerre. J'ai trouvé ça vachement bien traité par aussi. contre, ça, oui, c'est vraiment une très bonne idée qu'apporte le film. On voit pas souvent, par contre, c'est ce que je disais, il y a une belle critique du pouvoir spirituel qui devient finalement aussi outil de propagande de l'État. Ouais, là, aussi la question de la hiérarchie bête et méchante
qu'on voit avec le chef écossais là quand il arrive, et puis la fraternité entre les soldats, ça c'est assez sympa. Et puis encore une fois d'autres profils en fait qu'on retrouve, Danny Boone un peu simplé, qui habitait juste à côté et qui est limite dans le champ 100 mètres plus loin de chez lui, mais sauf qu'il est dans des trous et il tire sur des gens. Enfin c'est Ah oui, Et ça il y a ça plein m'a de ça m'a personnages marqué qui quand sont il a dit intéressants. je sais qu'en 1 heure à pied je serai chez moi. J'ai fait l'horreur que quel ça doit enfer. être de savoir Tu- qu'il peut tu se faire rentres, buter quoi. alors qu'il est à 1 heure de chez lui. Puis la route directe, tu sais qu'il a pris des centaines de fois. Le chat, c'est marrant aussi. J'ai bien aimé Oui, l'histoire du chat. C'était l'histoire du chat, mignon. qui est basée sur des faits réels aussi, je crois, l'histoire du chat. Mais possible. surtout l'histoire du chat qui, quand ils disent mais c'est un criminel de guerre, on va l'enfermer, il y a encore une fois, moi je trouve que c'est en ça que je trouve que il y a des bonnes idées pour faire cette critique de la guerre, etc. Mais le film veut faire trop de choses, c'est-à-dire il veut à la fois raconter l'histoire d'un peu tous ceux qui ont vécu la guerre, mais en même temps critiquer la guerre en général, mais aussi faire la satire de l'Église, de l'État et de toutes les hiérarchies possibles et imaginables. Le film veut faire tellement de choses En fait, en ouais, si peu de temps qui en fait c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. peut-être qu'il a voulu faire un tableau le plus réaliste possible de ce qu'est la guerre, du coup. Et qu'il était obligé de passer par beaucoup d'aspects différents. Mais d'ailleurs, c'est aussi ça qui fait sûrement qu'on s'attache moins et qu'il s'est moins concentré sur quelque chose, c'est le fait qu'il veuille représenter les 3 camps à égalité. Comment tu fais? Je pense que tout simplement, ça existe des séries qui nous font ou des films qui nous font nous attacher à à tous les personnages, ne serait-ce que Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on peut s'attacher à tous les personnages, peu C'est vrai. importe leurs pensées. Et donc là, il aurait pu juste nous faire rentrer un peu plus dans l'intimité des personnages en prenant plus son temps au début du film. Parce que là, le film va tellement vite au début. Vraiment, je savais plus où j'habitais, moi, à la fin, tellement on passe de l'Écosse à l'Allemagne, à la France. Ah, d'accord, mais on est où? Et les personnages, on les connaît pas. J'ai pas retenu un seul prénom du film. Alors que d'habitude, j'ai des problèmes avec les prénoms, mais là, franchement, j'ai pas retenu un seul prénom. Oui, mais je crois que ça peut être vu aussi comme une qualité, c'est-à-dire que le film nous présente une situation inhabituelle, et du coup, pour compenser, il nous donne des clichés qu'on connaît déjà, parce que bon, au moins c'est facile à retenir. On a un attachement un peu préfabriqué, mais en attendant, ça fait l'affaire. Et une fois qu'on a ces clichés qui sont mis en place rapidement, on les fait interagir, et ça nous donne une situation qui est vachement belle et qui est inhabituelle, qui, elle, pour le coup, est pas cliché du tout. Ouais. Et quand on ressort, t'as vraiment juste l'arrière-goût d'une histoire où les gens en fait se sont retrouvés alors qu'ils étaient complètement opposés et en train de s'entretuer littéralement. Donc Oui, c'est aussi le côté, il touche à plein de choses pour donner le bon contexte, mais il les explore pas à fond parce qu'en fait, c'est pas ça le but du film. Ce serait de juste dire ah oui, dans la guerre il y a ça, dans la guerre il y a ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Bon, il y a le problème avec la Ce hiérarchie. serait peindre finalement. finalement, ouais, peut-être que c'est la guerre la c'est guerre. pas quelque chose d'individuel justement. Et que du coup on va pas se concentrer sur l'individu mais sur le global, et c'est exactement le principe des gens qui individuellement peuvent bien s'entendre mais la situation fait qu'ils doivent se tuer et que l'état-major doit les envoyer se faire fusiller ou sur un front où ils vont forcément mourir pour les punir sans considérer l'individu et ce qui a pu un contexte ou des... Mais sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une décision de réalisation que prend Christian Cargnon, c'est de faire que du gros plan. Et donc, on est au plus proche de l'individu. Et toujours, à chaque fois, sa caméra va revenir à l'individu par rapport à ces plans larges, avec cet énorme corps social. Et donc, la caméra revient toujours à l'individu. Et c'est en ça que moi, je ne comprends pas du coup pourquoi est-ce qu'il empêche en fait un attachement à ces personnages et qu'on les connaisse dans leur intimité, alors que pourtant, la première chose qu'ils vont faire quand ils vont se retrouver, c'est présenter leurs femmes, c'est présenter qui ils sont, c'est humaniser les soldats de tous les camps. Et du coup, je ne comprends pas cette décision d'essayer de... En fait, une décision qui est complètement paradoxale, à la fois de dire, regardez la guerre en général, mais en même temps, regardez qu'ils sont tous humains, et donc on peut s'attacher à eux, mais en tant que spectateur, je ne m'attache à aucun d'eux. Et moi, quand je vais au cinéma, j'aime bien quand même ressentir des émotions, et c'est ce que je ne retrouve pas dans ce film. Ok. Après, on pourrait penser que c'est intéressant aussi d'avoir un contraste entre justement la lutte entre l'individu qu'on veut connaître à chaque fois et le fait justement qu'il n'ait pas la parole vraiment dans l'univers. Oui, qu'il n'ait pas sa parole propre, quoi. C'est ça. En fait, Mais, finalement, il n'existe pas vraiment dans la guerre, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est cool de présenter chacun des individus tout en n'explorant pas en n'explorant pas à fond leur individualité, parce que du coup, ça permet de s'attacher plutôt au groupe qu'au personnage en particulier.
Et quelque part, c'est ce que cherche aussi à montrer, enfin c'est ce que cherche à montrer le film, oui c'est bien ça. C'est que en fait dans ce moment-là, ils ont beau se considérer comme des ennemis, ils font un seul groupe. Ils font partie d'un seul groupe. Et puis même à la fin du film, t'es pas triste parce que le chef allemand, par exemple, va jamais revoir sa femme française, même si tu le sais, c'est un peu triste. C'est surtout triste parce que ils ont fait quelque chose d'incroyable, ils ont joué au foot ensemble, juste c'était hyper anodin ou alors génial. Et finalement, plein de jeunes qui ont littéralement notre âge se retrouvent à aller se faire tuer sur un front où ils ont aucune chance de survivre pour les punir parce que c'est pas possible. Vous l'aurez compris, on est plutôt divisé sur Joyeux Noël de Christian Carion. C'est que le début. Mais on vous invite tout de même à le découvrir. Il est disponible en VOD et en DVD. Et on enchaîne tout de suite à Vos chocolats chauds, un film plutôt classique. C'est le film de Paul avec L'étrange Noël de Monsieur Jack d'Henri Selick, sorti en 1993. Welcome to an extraordinary world filled with magic and wonder. Open your mind and let yourself go to a place where every day is Halloween and every night Jack Skellington I am the Pumpkin King! dreams of something different. What is this? It's someplace new. L'étrange Noël de Monsieur Jack est une adaptation d'un poème de Tim Burton, réalisé par Henri Selick et sorti en 1993. Le film raconte l'histoire de Jack, le roi des citrouilles, dans un monde où les fêtes existent et ont leur propre monde. Dans le monde d'Halloween, le roi des citrouilles en a un peu marre de sa routine d'effrayer les enfants le 31 octobre de chaque année. Pendant une nuit, après sa fête, il s'échappe de son monde et découvre celui de Noël. C'est alors qu'il décide que cette année, il organisera Noël à la place du Sandy Claus. C'est le film de Paul. Alors, Paul, pourquoi tu nous as ramené ce film pour l'hiver ? Parce que je voulais déjà le caser dans le premier épisode et qu'on n'avait pas pu. Donc là, je me suis dit, vas-y, les films d'hiver, c'est parfait. C'est l'occasion. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, qui m'avait toujours intrigué parce que le design de visage de Jack Skellington, c'est bien ça, Jack Skellington, il m'avait marqué. Et du coup, j'avais absolument voulu voir le film. Et j'avais pas été déçu. Enfin, c'est vraiment... La chanson d'introduction, je l'ai poncée comme jamais, la reprise par Marilyn Manson. Oh là là, bref. J'ai vu aussi... après, je l'ai redécouvert plus tard par la musique aussi, du coup, avec Marilyn Manson, avec la reprise du Oogie Boogie Song par Voiceplay, avec Jeff Castellucci, qui fait son espèce d'immense voix à la fin, là. Et en re-regardant le film tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait genre 3 ou 4 chansons qui étaient utilisées dans des sons TikTok que j'ai entendu 150 fois sans me rendre compte que ça venait de là. Donc, je sais pas, j'ai choisi ce film parce que c'est un film qui m'a marqué de plein de manières différentes en fait. Et c'est un film que je trouve super beau, très poétique, il y a de vraies intentions créatives derrière et je trouve ça... c'est pas commun venant d'un film américain, du coup je voulais quand même marquer le truc. En tant que musicien, évidemment, la bande-son, elle m'a fait kiffer. Danny Elfman. Ouais, Danny Elfman, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, il est un peu fatigué. Ouais, tu trouves ? Bah, depuis le Monde Fantastique 12 en 2013, il nous a quand même pas sorti des grandes bandes-son, quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Il est un peu fatigué. Ouais, un peu fatigué, le Elfman. Ouais, mais moi, je trouve qu'il y a genre... il doit y avoir une quinzaine de chansons, peut-être. Un peu moins de 15 chansons dans le film. Et au moins une grosse dizaine, et il y en a genre les 3/4 qui sont vraiment des bangers quoi. En fait, genre il y a pas d'autres mots, c'est juste c'est des trucs, tu sors du film, tu les télécharges et tu les écoutes en boucle quoi. Donc en tant que musicien évidemment ça m'a fait kiffer. Du point de vue des images aussi, c'est absolument magnifique. Chaque design de personnage, chaque mouvement, les espèces les possibilités du stop motion du coup font qu'il y a des mouvements super particuliers qui correspondent très très bien aux personnages d'Halloween, des espèces de trucs où les personnages se déhanchent, les articulations sont pas dans le bon sens
Le stop motion, pour ceux qui ne savent pas, c'est une animation image par image. C'est-à-dire que des animateurs ont pris ce qu'on appelle des puppets et sont animés image donc par image, photo après photo, par des animateurs. Et donc c'est une technique très longue, très onéreuse. Et c'est en ça aussi que le film est impressionnant, c'est que Henry Selick pousse toutes les possibilités du stop motion au plus haut point, c'est-à-dire que dans chaque plan du film, il y a un mouvement de caméra, ce qui est extrêmement compliqué à faire en stop motion. Oui, c'est vrai que les mouvements de caméra, j'y avais pas prêté énormément d'attention parce que j'étais tellement fasciné par la créativité avec laquelle... Ils se remarquent pas, surtout. Ouais. C'est ça, ils se voient pas, les mouvements de caméra. Il y a ça, ouais. Et la créativité avec laquelle il arrive à faire bouger ses personnages, parce que je trouve ça pas anodin de faire du stop motion pour des personnages d'Halloween qui sont censés être déshumanisés, qui sont censés être... qui sont censés faire peur, et donc le fait qu'ils bougent de manière aussi peu naturelle, ça apporte un truc, en fait ça apporte une vraie patte au film, et je trouve ça fantastique en fait, comme à quel point c'est bien intégré. C'est pas juste un film en stop motion, c'est un film où la stop motion vient développer les personnages et la créativité derrière l'œuvre, quoi. Alors maintenant, je vais rester pour la fin, pour rester sur une note positive, puisque je vais laisser la parole à Anne, et je crois que tu n'as pas beaucoup aimé le film. Je n'ai pas adoré, mais je reconnais que c'est un très beau film, que les images sont assez incroyables, et oui, non, vraiment normal. C'est logique, effectivement, les dessins sont très beaux, surtout les moments où Jack est devant la pleine lune avec l'espèce de butte enroulée, c'est vraiment le plus joli, je trouve. Les personnages sont très bien faits, puisqu'ils m'ont dégoûté et que c'était le but, a priori. J'ai vraiment pas aimé, ils m'ont pas... Je les ai pas... Jack, je l'aime pas, je me suis pas attachée à lui. Désolée. On va se battre. Après l'enregistrement, là, on se retrouve dehors, on va se battre. Je l'ai dit à Pierre, le seul que j'aimais bien dans ce film, c'était le Père Noël. C'est vraiment... Le reste, ils sont tous un peu dérangeants. Jack m'énerve. La fille, son amie, là... Sally. Il y a une relation étrange et intéressante avec le vieux savant, là, horrible, ça m'a vraiment dégoûtée, j'étais pas prête à voir ça, mais j'ai pas trouvé ça génial, j'ai pas passé un moment incroyable. Mais après, si on va plus loin dans l'appréciation de la réalisation du film, etc., je reconnais que c'est quand même une œuvre assez intéressante et belle, mais sinon personnellement c'était pas un moment incroyable devant ce film, quoi. Tu viens juste de me briser le cœur. Ouais. Voilà, parce que donc pour l'audio guide, je porte littéralement un t-shirt L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est dire que c'est un de mes films préférés. Il est plus beau sur ton t-shirt que dans le film, tu vois. C'est un peu. Oh là là, on va se battre. Oh là là. Et donc c'est un film hyper important pour moi. C'est-à-dire que je le découvre petit, j'en ai extrêmement peur. Je ne veux pas le voir, j'en fais des cauchemars et je le vois quand même. Et j'en fais des cauchemars. Et donc je le redécouvre quand j'ai 12 ans et je me reprends une claque incroyable, notamment par la musique de Danny Elfman. Et depuis, je le regarde très régulièrement, et plus je vois de films, plus je vois à quel point le film est merveilleux, à quel point il y a une attention aux détails. Déjà, le monde d'Halloween, c'est pas que le monde d'Halloween, c'est aussi un monde de référence aux films d'horreur. Il y a la créature du lac noir. Sally, c'est la créature de Frankenstein, parce que le docteur Finkelstein. Voilà, on peut pas pousser la référence plus loin. Il y a des petits détails que j'aime bien, par exemple, quand Finkelstein est en train de réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait se faire une nouvelle femme, parce que Sally n'est pas la créature qu'il voulait. Il se triture les méninges, il ouvre sa tête et il se triture littéralement le cerveau. Il y a plein de petites blagues comme ça que je trouve géniales. Je trouve qu'en fait, déjà, le film, c'est un conte, c'est-à-dire qu'il y a une situation initiale, donc Jack s'ennuie et commence à en avoir un peu marre, puis, élément déclencheur, comme il se sent seul, il découvre le monde de Noël. Les péripéties, il décide de prendre le relais et de devenir le nouveau Sandy Claus, parce qu'il n'a pas compris qu'il s'appelait Santa Claus, et ensuite, il redevient lui-même lorsqu'il a fait rater Noël dans les bras de l'ange de la mort, résurrection du personnage assez symbolique, et il rencontre véritablement Sally, tombe amoureux et se rend compte que finalement, c'était peut-être parce qu'il se sentait tout seul, et non pas parce qu'il avait besoin de changer d'air. Et ensuite, du coup, la morale du conte, c'est on peut toujours faire une erreur, mais tant qu'on la répare, tout ira bien. Et il y a ce côté film pour enfants assez gentillé, finalement,
qu'apporte le scénario, donc j'ai oublié le nom de la scénariste, mais qui est vraiment un projet très personnel pour 4 personnes, c'est-à-dire que c'est un projet personnel pour Tim Burton, mais qui n'a pas pu réaliser le film, parce qu'il travaille sur les Batman à ce moment-là, Burton. Et donc, il appelle son ami Henry Selick qui prend à bras-le-corps la réalisation du film et décuple les possibilités du stop-motion, comme l'a dit Paul. Danny Elfman, qui va se brouiller avec Tim Burton, qui était pourtant son compositeur attitré sur la création de la musique, qui est digne d'un Broadway, et Dieu sait que j'adore les musicals et que j'adore Broadway, donc la musique me fait extrêmement plaisir, et elle est très personnelle pour Danny Elfman, qui a mis toute sa dépression dedans. Et la scénariste qui a aussi qui crée, elle, le personnage de Sally. Et le personnage de Sally, c'est une référence au mythe, c'est-à-dire qu'elle est à la fois avec cette idée de, elle peut se casser en 1000 morceaux, elle se répare avec du fil, mais elle est aussi celle qui tire, c'est le fil d'Ariane en fait, Sally, je trouve dans ce film, c'est-à-dire que c'est grâce à elle que tout le monde va retrouver finalement ce sens et retrouve son chemin, et parce qu'on n'y est jamais perdu pour toujours. Et il y a aussi le personnage d'Oogie Boogie. Ouais, oh là là, mais incroyable. la chanson d'Oogie Boogie est une adaptation de Minnie the Moocher par Danny Elfman, qui devient alors un monde de... Enfin, c'est un casino, là où il vit. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment, en plus, dans les couleurs d'Oogie Boogie, et en plus, dans les couleurs de Noël, un contraste total avec le monde d'Halloween qui est fait de noir, et Jack étant noir et blanc. Et en fait, il n'était devenu que noir, et doit retrouver le blanc, la neige du monde de Noël. Et c'est pour ça que j'adore la fin du film, quand il neige. En fait, il se retrouve lui-même, et c'est en se retrouvant lui-même qu'il peut accepter l'amour de Sally. Et donc, ce plan, les dernières secondes du film, je les ai vues 15 000 fois, et je pleure à chaque fois. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est un grand moment, je trouve, et de cinéma à ce moment-là que crée Henry Selick. Et voilà, en fait, c'est juste un film que je trouve qui fait vraiment, il fait beaucoup de bien. Et je suis un peu triste que t'aies pas passé un très bon moment devant. Ouais, je trouve aussi que c'est un film qui fait du bien parce que c'est un conte créatif et qui raconte une histoire qu'on n'a pas entendue souvent et qui le fait bien, qui le fait honnêtement. C'est reposant en fait. Qu'est-ce que tu appelles honnêtement ? On prend pas en fait, le film prend jamais tes émotions en otage. C'est ça. Tout est très doux en fait. Le film avance, la scène où Jack est en train de réfléchir mais qu'est-ce que Noël, il lit tous les livres, il fait des expériences plus farfelues les unes que les autres, et ce qu'il y a d'intéressant à ce moment-là, c'est que le film est toujours dans cette idée de comment je peux trouver le meilleur moyen d'expliquer l'avancée de mon personnage, c'est-à-dire il me semble qu'il y a des analyses qui sont les 5 étapes du deuil autour de ce film-là, parce que effectivement il y a incompréhension, j'ai plus les étapes en tête là, vous les avez, vous pouvez les dire. Il y a déni. Il est dans le déni de rendre compte en fait finalement qu'il est doué dans ce qu'il fait. Alors je sais pas si c'est dans le bon ordre, mais il y a déni, colère, marchandage, tristesse, acceptation. La colère, c'est complètement la chanson qui s'appelle Jack Lament, qui est la chanson sur la colline, qui se déroule, etc. Ensuite, le marchandage, c'est quand il va essayer de voir avec toute la ville pour faire finalement Noël. Et donc la tristesse, c'est bien entendu quand il a raté le coup de Noël, il est dans les bras de l'ange de la mort, et il y a cette chanson qui se lance, où il y a une reprise du coup de la phrase de la première chanson, où il fait I'm Jack the Pumpkin King, et à ce moment-là, acceptation, il redevient lui-même, il peut accepter, encore une fois, il accepte finalement l'amour, etc. Et il y a tellement de faces en plus, c'est aussi bien pour les petits que pour les grands, parce que pour les petits, moi j'en ai eu peur pendant des jours, et en même temps, il y a cette envie de raconter un beau conte, et plus on grandit, plus on se rend compte que finalement le film peut toucher toutes les couches de la population. Tu disais que c'était doux, mais justement, moi j'ai trouvé ça très violent de A à Z en fait. Parce que les dessins, j'adore les animations normalement, parce que c'est justement très doux et que les dessins sont très beaux, etc. Bon, ça dépend lesquels, mais justement ce genre d'animation, j'aime très peu parce qu'en fait, ça me dérange
tout du long. C'est le volume qui te dérange du coup. Je sais, ouais, sûrement le volume et peut-être le stop motion aussi. Mais même en soi, les designs, du coup, les dessins sont dérangeants aussi. Et puis les personnages, quand tu vois les 3 petits là, ou comment il s'appelle dans le casino là. Oogie Boogie. Oogie Boogie, Oogie ouais, Boogie. désolé, il y a rien C'est qui le se passe. Et encore, c'est pas le plus dérangeant lui, parce que c'est littéralement un sac de farine. mais sinon, C'est un vraiment, gros tas. mais vraiment, les 3 enfants là qui travaillent pour lui, mais j'étais Ouais. mais dégoûtée. Laissez-moi loin de là. Et puis surtout le vieux, encore une fois, le vieux savant, mais quelle horreur. Quand il coupe son cerveau en 2 pour le mettre j'aime bien aussi, c'est marrant la symbolique, etc. Mais waouh. Et puis quand il prend la main et qu'il l'embarque tout le temps ou qu'elle l'empoisonne, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il le tuait pas directement. Parce On qu'en peut pas fait, c'est son créateur. Pour moi, il y a en fait, il y a encore une fois un mythe dans Sally qui est un mythe oedipien, mais elle refuse d'aller vers l'Oedipe. Moi, j'ai plus vu ça comme étant le fait que c'est son père et qu'elle va pas buter son père. Enfin, tu vois, c'est super, mais t'as eu cette impression quand pour moi, c'était un pervers ignoble la première fois qu'il Oui. a pris la main et qu'il l'a tiré, et même tout du long, il garde ce rôle. C'est plutôt l'espèce de geôlier plus que son père, quoi. Si tu le prends comme une relation entre 2 adultes, oui, c'est ignoble, c'est Ouais, une espèce de c'est pervers, comme ça que machin. j'ai vécu naturellement, mais Ouais, et en fait, moi, je l'ai vu plus comme Sally, qui est une représentation de l'enfance, peut-être. turbulente, qui veut aller partout, qui veut explorer des choses, qui ressent tout très fort par rapport à son père, son parent, qui veut chercher à protéger son enfant et du coup va passer pour un geôlier alors qu'en fait il met juste des barrières saines, mais Oui, mais là, c'est non, sain, bon, quoi. ça c'est le parent. Dans le film, effectivement, il met pas des barrières saines, Non, hein, c'est non, juste un connard qui juste va malsain la de garder A à dans Z. sa tour, Mais mais même les dessins sont à la base malsains, donc oui. Ouais. Mais après, Sally, c'est quand même un personnage extrêmement féministe, du coup. Parce qu'il y a cette idée, je pense aussi quand même que Finkelstein, c'est une représentation du patriarcat. Et donc, Sally, qui est en permanence en train de s'enfuir et de partir de sa situation pour aller vers une situation plus saine, où elle est dans une relation d'égal à égal avec l'homme, avec Jack. Alors c'est drôle que tu dises ça parce que moi je l'ai trouvé plutôt pas très féministe comme perso parce que c'est le seul personnage féminin notable du film et elle est là pour être amoureuse d'un homme. Oui, mais après, Sally, c'est le premier personnage... Enfin, Sally est toujours avant Jack. Elle apparaît à l'image avant le personnage de Jack. La musique que jouent les musiciens quand Jack va pour chanter Jack's Lament, qui est véritablement la chanson d'introduction du personnage de Jack, c'est la musique de la chanson de Sally. Et à chaque fois, dans les intentions de réalisation, Sally vient toujours avant Jack, et donc c'est toujours elle qui arrive avant, et c'est surtout elle qui sauve tout en fait. C'est parce que Sally prend les décisions, et les bonnes décisions, que même le Père Noël va dire mais écoutez là, c'est la seule qui a du bon sens. Ouais, elle prend des risques, elle mène sa barque. Oui, moi j'ai trouvé que c'était un très bon coup. J'ai trouvé que c'était un très bon coup. Je te rends compte de ce que tu viens de dire. Est-ce que tu parles de Sally? Écoute, moi quand elle se recolle les bras, ça me fait un truc. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Voilà non. Stop. Voilà, quand il y a ces petites feuilles mortes qui sortent de son moignon là, c'est Voilà, c'est ignoble. On peut finir. Conclusion, ce film est répugnant. Conclusion, ce film est un très bon conte pour enfants et moi les contes pour enfants c'est mon truc. Voilà, j'aime bien donc un conte pour enfants inventif. Un très bon conte pour enfants mais qui traumatise les enfants et une très belle histoire pour adultes mais avec une histoire de base complètement enfantine. Oui, les contes pour enfants c'est vraiment mon truc et je trouve que c'est un très bon conte pour enfants pour les adultes qui veulent retourner en enfance. Vous l'aurez compris, on vous conseille de regarder et de redécouvrir L'étrange Noël de Monsieur Jack à Parpan, qui a apparemment peur de petites marionnettes en silicone. C'est trop facile. Ouais. Et qui a très très mauvais goût en termes de film. Je tiens à le préciser une deuxième fois quand même. Beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Et on enchaîne tout de suite avec Gremlins de Joe Dante, sorti en 1984. Billy Pelser has a nice home. Billy, is that you? Yeah, Mom, it's me. A nice job. A nice girl. If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to go out on a date with me? I'd love to. And loving parents who are about to give him You're gonna like this. No, don't shake it. We're gonna have to open it now. It won't wait till Christmas. the most unusual gift
Gremlins de Joe Dante, sorti en 1984 pour Noël, le père de Billy trouve le cadeau parfait dans une boutique à Chinatown, un mogwai nommé Gizmo. Mais avec lui vient de grandes responsabilités, il faut tout de même respecter 3 règles. Ne pas l'exposer à une lumière intense, ne pas le mouiller, et, la plus importante de toutes, ne pas le nourrir après minuit. Bien entendu, les règles vont être transgressées. Le petit Gizmo va se multiplier, et les nouveaux venus vont manger après minuit, et se transformer en de terribles créatures, les Gremlins, qui vont semer la terreur dans la petite ville des protagonistes. C'est mon film, et je l'ai amené parce que c'est un de mes films préférés. C'est-à-dire que c'est un film qui... Et je vois ta tête, Paul, j'entends que tu ne... J'ai rien dit. Tu as fait une tête. J'ai rien dit. C'est-à-dire que... Depuis tout à l'heure, ils s'en foutent. Je ne sais pas, je te regarde pas parce que je sais que tu vas être horrible et que tu vas briser mon cœur. Bref, en fait, je choisis ce film parce que déjà, c'est un film où il y a de la neige partout. La neige est présente sur tous les plans. Mais c'est aussi parce que c'est un film extrêmement intéressant sur l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que déjà, pour l'anecdote de comment ce film vient au studio Warner, un petit réalisateur pas très connu qui s'appelle Steven Spielberg trouve ça, pardon ? Steven Spielberg, je sais pas si tu connais, il a Non, sorti un tout petit c'est qui ? film récemment qui s'appelle Ouais. West Side Story, qui est un remake. Je sais pas. Ah non, je connais pas du tout. Non. Il est bien. Mais bref, donc Steven Spielberg a produit un film sur la 4e dimension en 1983 et a rencontré pour l'occasion Joe Dante, qui vient de l'écurie Roger Corman. Roger Corman, c'est un producteur très célèbre qui produit des films à la chaîne pour un tout petit budget. Joe Dante est réputé pour tenir ses deadlines parce que il a travaillé avec Roger Corman et c'était des budgets très serrés et des temps et des plannings très restreints. Et donc, Joe Dante arrive avec Steven Spielberg et ont trouvé le premier script d'un petit scénariste qui n'a pas réalisé grands films très connus tels que Maman, j'ai raté l'avion ou les 2 premiers Harry Potter, Chris Columbus, qui a écrit un script méchant. Il est pas sympa. Ça s'appelle Les Gremlins. Et Steven Spielberg a créé sa société de production qui s'appelle Amblin. Le premier film produit, c'est Indiana Jones 2, qui est en cours de production pendant la réalisation des Gremlins. Et donc, le deuxième film d'Amblin, c'est Les Gremlins. Et donc, ils arrivent à la Warner, Majors, et le film se fait. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le film, il est quand même pas sympa. C'est un film complètement... C'est l'anti-film de Noël par excellence. C'est-à-dire que y a une construction du récit que je trouve passionnante. C'est-à-dire que dans la première partie, c'est le film de Noël le plus mignon du monde. C'est un film extrêmement doux, qui est tourné dans un fond de décor de la Warner, dans lesquels ont été filmés Les Retours vers le futur, mais aussi tous les films de Frank Capra. Et donc il y a un aspect, la vie est belle, très sympa au début du film. À la télé, dans tous les films que va regarder Gizmo, ce sont des films de Frank Capra, et en plus des films qui vont répondre à d'autres moments du récit. Et la première partie du film, c'est ils vont à la banque, puis au bar, puis ils vont chez le personnage de Zach Galligan, Billy. Et la deuxième partie du film, quand les Gremlins s'attaquent, scène de la cuisine, bar, banque. Et donc il y a cette construction en miroir déformant que je trouve déjà assez intéressante. Mais en plus, le film ne va respecter aucune règle du film de Noël, puisque le film de Noël est réputé pour être un film sympathique pour toute la famille, et bah Joe Dante il décide de tuer des gens. Et Joe Dante il décide d'amener des petites créatures qui font vraiment n'importe quoi dans la petite ville. Et ce qu'il y a de très intéressant avec le film, c'est qu'en plus, on se retrouve avec un film qui va dialoguer avec le cinéma tout entier. C'est-à-dire que il y a quand même des Gremlins qui vont faire dans la scène du bar, qui est une scène qui a l'air complètement anecdotique et qui pourtant, je trouve, révèle tout le potentiel symbolique du film. Les Gremlins, c'est nous. C'est une critique déjà de la société de consommation. Ils sont vicelards, ils boivent trop, ils mangent trop, ils sont en train de tuer tout le monde. Il y a les 7 péchés capitaux dans cette scène-là. Et il y a un très beau moment de montage, c'est-à-dire que le personnage de Kate prend un appareil photo, flash, Phoebe Cates, et on retourne sur les Gremlins ensuite. Le parallèle est assez évident et est assez simple. Et jusqu'à arriver à la scène où le personnage de Phoebe Cates va raconter l'histoire de son petit papa qui avait décidé de leur faire une gentille surprise dans la cheminée. Il est mort, ça sent pas bon, et c'est elle qui le découvre. C'est pour ça qu'elle n'aime pas Noël. C'est l'anti-film de Noël par excellence. Et en plus, il va dialoguer avec le cinéma, puisque dans ce bar, il y a des références aux films de gangsters, de mafieux, ou encore à la télé des années 80, puisqu'il y a une séance d'aérobic qui se lance. Et encore pire, il décide de faire exploser les codes du cinéma classique dans le cinéma. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Le film le plus classique du monde, le plus gentillet du monde. Et les personnages font exploser
le cinéma. Et c'est en ça que je trouve que le film est merveilleux, c'est-à-dire qu'il arrive à dire que il y a une mort du cinéma classique, et ce renouveau vient avec le nouvel Hollywood des années 70, puisqu'il y a aussi toutes les règles visuelles du nouvel Hollywood. On voit, il y a de la buée, de la brume, etc., une lumière beaucoup plus naturelle, et en même temps, c'est un film qui réussit à dialoguer avec énormément de choses que je trouve passionnantes. Et donc, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai été très long, parce que j'aime énormément ce film et que j'ai pas envie de vous entendre. Mais du coup, je vais laisser la parole à Anne, parce qu'elle a l'air moins horrible que Paul. Oui, alors je vais commencer par le positif. J'ai adoré le personnage de l'inventeur. Toutes les inventions tout le long du film qui marchent pas du tout, qui sont toutes assez marrantes, étranges. Et le personnage surtout qui veut toujours vendre ses inventions. Je m'y suis attachée, je l'aimais beaucoup. Et là, derrière, il y a quand même aussi une critique du capitalisme. C'est-à-dire que l'homme va créer toujours de nouveaux dispositifs pour aller toujours plus loin et toujours pour essayer de vendre. Sauf qu'il y a quelque chose qui marche pas très bien derrière. Oui, et puis aussi il y a l'idée qu'au lieu de s'occuper de réparer ses machines à l'origine, il continue d'en créer d'autres sans s'en soucier. Mais sinon, j'ai pas adoré ce film, même si j'ai pas non plus passé un très mauvais moment. Mais j'ai pas, déjà parce que c'est un vieux film. Et c'est comme. Vieux je retrouve... film, ça date des années 80, franchement. Il a 40 ans, c'est un vieux film. C'est un vieux film. C'est un film de patrimoine à partir de 10 ans. Avatar est un film de patrimoine. Oui, oui, mais Avatar c'est moins vieux. 10 ans ça va, 40 ans c'est beaucoup. Oui, il est 4 fois plus vieux qu'Avatar. Surtout qu'Avatar. que tu vois, enfin excuse-moi, je mets dans la catégorie vieux film quand je reconnais un truc que j'ai vu. Ouais, non, mais même quand j'ai vu Alien, j'ai ressenti à peu près la même chose quand j'ai vu les monstres. Je me disais waouh, c'est quoi ce truc? Ils ont fait une sorte d'étrange chose en plastique, Mais c'est des puppets. En fait, c'est soit des moments en stop motion, soit c'est des marionnettes. Ouais, en fait, c'est en ça que c'est passionnant, parce qu'il y a toutes les techniques du cinéma. Ok, peut-être, mais cette technique, ça a mal vieilli, quoi. Ouais, mais vieillit mal. Enfin, les créatures sont très laides. Elles sont très vivantes pourtant. Elles sont beaucoup plus vivantes que des. Logique, mais pas réalistes même dans leur côté monstre. J'ai pas aimé. On dirait juste qu'il y a le décor normal, que tout va bien, et qu'ils ont vraiment mis des trucs en plastique qu'ils ont agités. C'est ça qui est génial, parce que ça montre vraiment que les Gremlins sont pas à leur place. Que c'est vraiment dans cette série A très produit par la Warner. Ils ont décidé de faire leur petit film dans leur coin avec leur petit film de monstres, qui est pourtant des films de série B avant les années 70. Peut-être, mais du coup ça m'a pas fait beaucoup d'effets. Ouais, disons. J'ai pas adoré, quoi. Quand t'as l'habitude de voir les effets spéciaux de maintenant, avec des créatures super bien animées, des textures super réalistes et tout. Et puis même au-delà de ça, l'histoire m'a pas paru impressionnante. Après bon, c'est un film plutôt un film de Noël, anti-film de Noël du coup, mais on n'attend pas un scénario incroyable, mais quand même. J'ai pas trouvé ça impressionnant. Le scénario, c'est vraiment le type vit sa petite vie, les personnages sont les clichés d'eux-mêmes. Ensuite, il y a les monstres qui arrivent, qui tuent des gens, dont on se fiche complètement d'ailleurs. Et au final, tous les héros survivent, tout se finit très bien, les trucs sont morts, et Gizmo est rendu au propriétaire initial qui lui dit « Quand tu seras prêt !» Non, c'est bon. Ça m'a... J'étais là, mais à quoi ça sert, ça? À quel moment il va être plus prêt que maintenant pour récupérer un truc qui potentiellement, dès qu'il va prendre une goutte d'eau parce qu'il pleut, va se transformer en une horde entière, et s'il mange après minuit, potentiellement dévorer la ville. Bref, j'ai pas adoré, mais par contre il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que du coup j'ai découvert d'où venait le nom d'un de mes rappeurs préférés, Gizmo, et je me suis dit que c'était vrai, il y avait une vraie ressemblance entre du coup les deux Gizmo, et ça m'a plu, c'est tout. Paul, j'ai très peur. Alors, j'ai pas aimé le film. J'ai pas passé un bon moment devant. Mais c'est parce que quand je vois un film, je le regarde de deux manières différentes. Je le vois en tant que produit créatif d'un artiste qui avait envie de faire un truc, et ce truc, il s'est avéré que c'était un film. Et je le vois aussi comme étant une partie d'un contexte culturel. En tant que juste produit créatif d'un artiste qui avait une vision, les Gremlins, c'est pas mal. C'est sympa. C'est la vision de Joe Dante. Oui. C'est vraiment toute sa vision, parce que la Warner voulait couper la scène de la cuisine. Il voulait couper la scène du bar. Il voulait couper toutes les scènes. Celle avec les Gremlins? Celle avec les Gremlins. Toutes les scènes, ne serait-ce que le plan avec l'exhibitionniste, ils n'en voulaient pas. Et ils appelaient Steven Spielberg, ils disaient on laisse. Et donc ils ont produit le film. Après, dans ce que tu dis, dans le contexte culturel, on sort du Code ACE dans les années 68, qui était un code de censure depuis les années 30.
Et à partir des Gremlins 84 et en même temps d'Indiana Jones 2 qui sort la même année, il y a le Rated R qui se crée et c'est plus ou moins le interdit moins de 13 ans en fait en France. Voilà. Et voilà, en gros, toute la partie produit créatif avec justement les petites touches d'inventivité dans les comportements des Gremlins, dans les images qu'on n'a pas vues partout ailleurs, je trouve ça vachement bien. Quand je le remets dans son contexte, enfin dans mon contexte culturel personnel, c'est un film qui m'a beaucoup agacé parce que c'est des clichés que j'ai vus et revus et j'avais constamment l'impression que le film avait envie de me vendre le rêve américain et ça j'en ai beaucoup trop vu. Dans quel sens ? Un peu susceptible de ça. Oui, les Américains m'énervent beaucoup. Bon, ça a joué. Mais le héros blanc dans sa petite ville américaine où tout le monde connaît tout le monde, avec le centre commercial, qui travaille à la banque à 18 ans pour pouvoir se payer ses études plus tard ou je ne sais quoi, c'est que des clichés que j'ai trop vus, mal exploités et qui m'énervent en fait. Rien que le fait de les voir, ça me sort du film. Ok, après pour moi ça c'est pas quelque chose qui est vendeur et c'est plutôt justement ça aider à rentrer dans l'atmosphère du film qui après est complètement sur lequel il écrase complètement en mettant ses gremlins dedans avec tout le sang et les scènes gore. Le film n'est pas sympa envers ce rêve. Le rêve américain est complètement mort, déjà dès les Gremlins quand même. Le personnage pro-américain, dans la suite, on apprend qu'il est devenu fou. Parce que les Gremlins sont intervenus, parce que le rêve américain est complètement mort, parce que la société de consommation est quelque chose qui ne fonctionne plus. Et il y a vraiment toujours dans les Gremlins cette envie d'être un énorme sale gosse de la part de Joe Dante, parce que alors qu'au début, tout est parfaitement cadré, à partir du moment où Gizmo se multiplie, il y a un débulage de la caméra qui rentre en jeu et qui va être là tout le long du film. Les codes de l'horreur, la scène où le professeur de physique meurt, c'est une scène d'horreur, mais des plus millimétrées et avec une réalisation au cordeau. Et en plus, le Gremlins, ce que je trouve passionnant, c'est que le professeur arrête le film, le Gremlins en relance un nouveau, et c'est à partir de ce moment-là où je trouve qu'il y a vraiment cette dichotomie entre première partie, deuxième partie, et dans la première partie, effectivement, on est obligé de te vendre des clichés. Il est obligé, Chris Columbus, quand il rédige son scénario, de te dire, bon, bah finalement, en fait, ça va être ce cliché de personnage-là, la femme, bon, on va lui mettre un passé un peu trouble, mais on va rien dire, parce que comme ça, tu vas découvrir pourquoi elle aime pas Noël, et c'est vraiment anti-Noël, et il y a toujours cette envie derrière le film de dire mais le rêve américain est complètement mort. Et à partir de la scène je trouve qu'elle est super intéressante, la scène du bar, parce qu'au départ c'est seulement dans un microcosme que les Gremlins font n'importe quoi, ils ont détruit le cinéma américain, mais finalement c'est étendu à l'ensemble de la ville, et ensuite on découvre que la fin de ces clichés etc, bah, elle a été faite avant les Gremlins, et donc du coup c'est déjà un processus qui est en marche et qui est en cours, en train d'être avancé. Ouais. Ça reste des clichés qui sont potentiellement désagréables à revoir. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu, toi, t'as vu une scène d'horreur bien réalisée, bien millimétrée. Moi, j'ai vu le personnage noir qui meurt en premier, quoi. Tu vois. Il y a, tu sais, des clichés que. Je m'étais pas rendu compte, mais c'est marrant. Tu vois, j'ai vu total, quoi. Le prof de SVT qui est noir. J'ai fait bon, ok, donc c'est lui qui va mourir en premier. Voilà, 10 minutes plus tard, il était mort. Ça m'a un peu. Enfin, c'est pas tant que ça m'a embêté, c'est juste que. Encore une fois, c'est un cliché où on fonce droit dans le mur sans se poser de questions, sans essayer de créer quelque chose avec l'histoire. Bon, c'est juste, j'étais pas le public cible à ce niveau-là. Par contre, j'ai bien aimé effectivement les petits points que tu relèves où le film est pas sympa. Le moment où t'as un Gremlins qui crève parce que la mère du héros principal allume le mixeur alors qu'il est dedans, j'ai fait... Ok, on est dans un film qui n'hésite pas à complètement éclater au sol ses personnages en fait, d'accord. Et j'ai bien aimé l'histoire du père qui a crevé dans la cheminée, j'ai fait oh la vache, ça va loin. J'étais vraiment comme ça, waouh, quoi. Mais au départ en plus on rigole beaucoup, moi j'aime beaucoup une blague qui est en arrière-plan. Voilà, peut-être que si vous reverrez le film, vous penserez à moi. Je ne reverrai pas le film. Moi non tu plus. reverras peut-être juste cette séquence-là juste pour rire. C'est la séquence où le père est au téléphone avec sa mère et dit oui, tout va bien. Et le père dit oh non, mais là, toutes les machines sont en avance sur leur temps. En arrière-plan, il y a la machine à voyager dans le temps. Oui.
qui disparaît au plan d'après. Oui, je l'ai vu, ça Tu je l'as l'ai vu. vu. Ça, Ouais. ça me fait beaucoup Ouais. rire. Pas vu. Et ça aide vraiment ces blagues d'arrière-plan qui sont vraiment des blagues nulles. Et Puis des vraiment blagues de juste- connaisseurs, parce que des pour blagues de reconnaître la connaisseurs, blague de... parce que reconnaître la machine à voyager dans le temps d'H.G. Wells qui est dans la version du film des années 50. Ouais, faut bon, avoir la d'accord, ref, hein. Faut avoir la ref. Et c'est en ça aussi que je trouve que. Non, mais en fait, je vais faire un film méta sur le cinéma, mais en même temps, une comédie d'horreur complètement pétée, où je vais pousser les potards à 1000% parce que je veux pas être sympa. Le cinéma est en train d'évoluer comme les Gremlins évoluent d'eux-mêmes. Parce que de toute façon, les Gremlins, c'est ça, hein, c'est ce que les Grecs appellent une entéléchie. C'est-à-dire qu'ils ont leur principe de développement en eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils mangent après minuit, ils vont se transformer. Hmm. Bon, après, je suis d'accord, on peut remettre en cause le fait que la règle de minuit est complètement conne, parce que s'ils sont dans un avion, comment on fait? Peut-être la position des étoiles, on ne sait pas. Mais moi, en tout cas, devant ce film-là, je prends un pied de dingue, tellement je... Parce que peut-être je l'ai beaucoup intellectualisé. C'est peut-être aussi le genre de film que tu adores quand tu l'étudies en fait. Parce Ouais. que justement tu captes le dialogue avec tous les aspects du cinéma différents et tu vois les clins d'œil, les références, les critiques et c'est hyper intéressant. Ouais, je sais que personnellement, ce qui m'a pas aidé aussi, c'est le fait que on me l'a tellement vendu comme un film culte, les Gremlins par-ci, les Gremlins par-là, que à un moment, en fait, j'étais face à une situation où soit je voyais le film et c'était exactement ce à quoi je m'attendais et du coup, c'était un peu le pétard mouillé, soit j'étais déçu. Bon, j'ai été déçu, tant pis, tu vois, c'est pas... Mais je pouvais pas, j'étais pas dans une situation où je pouvais apprécier le film tellement on me l'avait survendu comme étant un incroyable film de Noël américain de ouf, tu vois. Là encore, est-ce qu'on peut parler de branlette intellectuelle un petit peu? Parce que les gens vont dire il y a énormément de rêves, c'est incroyable, alors qu'au final c'est pas vraiment incroyable. Mais il y a sauf que beaucoup la de dialogues. référence c'est Joe Dante, c'est pas une référence anodine. À chaque Oui, fois, oui, il va y bien avoir sûr. une logique Mais derrière encore ces plus du références. coup. Parce que les Gremlins, ça reste un film vendu pour les enfants. Et moi, je pense vraiment, et moi je suis très heureux d'avoir vu ce film-là trop jeune, parce que tout le côté malsain, le côté méchant, comme on en parlait, il te marque quand t'es enfant. Et j'ai tendance à toujours dire aux gens, moi je préfère voir un film quand je suis pas prêt et trop jeune, parce qu'au moins il va me faire quelque chose. Parce qu'un film que l'on voit trop tard, certains films que l'on voit quand certains films, L'étrange Noël de Monsieur Jack en fait aussi partie, les Gremlins aussi, les voir trop jeunes, je trouve que ça marque véritablement l'esprit du spectateur, surtout quand c'est des films qui vont avoir un dialogue avec le reste du cinéma, parce que quand on les revoit, il y a un vrai dialogue qui se crée avec l'histoire du cinéma, et c'est ça qui est intéressant à revoir. Ouais, oui, je pense que mon grief principal avec les Gremlins, enfin le truc qui m'a le plus empêché de le voir, ça n'a pas à voir avec les Gremlins de manière générale, c'est le simple fait que j'aime pas les films américains qui s'inscrivent autant dans l'industrie du cinéma. Tu vois, quand tu parles du film, tu parles beaucoup de l'industrie, les studios, les producteurs, etc. Et moi, ce que j'aime dans un Parce que film, c'est ce qu'il dénonce. Voilà, mais ça parle de ça, c'est fait par ça, pour ça. En fait, il y a un peu un espèce d'entre-soi d'une personne qui évolue dans l'industrie, qui s'adresse à l'industrie. Moi qui ne suis ni américain, ni dans l'industrie du cinéma, même en France, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et je suis juste là en train de voir beaucoup de neige, beaucoup de trucs très très américains qui me parlent pas du tout à moi en tant que français et des petits monstres rigolos qui se font buter sauvagement et ça par contre c'est plutôt sympa. J'ai pas trouvé ça particulièrement sympa personnellement. Vraiment le seul truc que je tire mon chapeau c'est vraiment l'histoire du Père Noël et du père qui meurt dans la cheminée. Ça j'étais impressionnée par l'idée. Il y a toute une mise en scène. C'est tellement osé, je crois que même si j'avais eu l'idée je me serais dit non je vais pas oser, c'est trop même la mise en scène va dire mais c'est quelque chose d'horrible parce que le personnage de Jack Galligan est en train d'essayer d'appeler quelqu'un comme à l'aide, s'il vous plaît sortez-moi, pas du fait qu'il y ait des Gremlins. Elle est en train de me raconter quelque chose d'horrible, j'ai pas envie de le savoir. Ah non, il y a une utilité incroyable, c'est que moi ce qui m'a mis profondément mal à l'aise et ce qui m'a déplu en même temps, j'ai été admirative, c'est que j'adore Noël, j'adore l'esprit de Noël, tous les clichés de Noël, je les aime énormément. Et là, le fait que tous les personnages qui te disent je déteste Noël parce que, à chaque fois je me mets à leur place et je me dis non, j'aimerais quand même Noël. Mais là, le fait de perdre son père qui a voulu être... Tu peux pas aimer Noël après ça. Et c'est complètement atroce et c'est à cause de Noël que son père est mort. Et là, c'était vraiment... Effectivement, dans cette situation, Noël, c'est atroce. Et arriver à ce que je me dise ça, c'était franchement fort. Parce que c'est pas un truc que j'aime me dire, et clairement, il a réussi, tu vois. Donc... Ce qui est le plus drôle, c'est que c'est écrit par Chris Columbus, qui réalisera quelques années plus tard Maman, j'ai raté l'avion, le film de Noël, le plus film de Noël de tous les films de Noël. J'ai eu vraiment la même impression en regardant les Gremlins que
j'ai senti quand je regardais des extraits de Maman j'ai raté l'avion, c'était vraiment genre le film américain de Noël qu'on regarde. C'est parce que c'est 2 films merveilleux que peut-être Parce tu que- n'auras pas de cœur à ce moment-là. Parce qu'il y a des codes, oui, effectivement, qui marchent utilisés différemment, mais oui, qui sont repris en tout cas. C'est franchement des figurines en latex dégueulasses. Non, elles sont vraiment bien faites quand même, je suis pas d'accord. T'as un directeur des effets spéciaux qui a été vraiment particulièrement fort sur les Gremlins. Ça a mal vieilli. Je suis pas d'accord. Lâche l'affaire. Je suis pas d'accord. Non, parce que C'est pas vieux, bah 40 parce ans. que ça pouvait mal vieillir, ils ont fait toutes les scènes avec Gizmo dans le sac. Parce que Gizmo qui marchait, ça marchait pas et ils sentaient. C'est pour ça aussi qu'il est dans une voiture à la fin du film. Parce que au moins ça ne vieillit pas et la petite tête de Gizmo, moi je trouve ça trop mignon. Non, ça vieillit affreusement mal, mais est-ce que chez vos parents, vous aussi, vous avez au moins un doudou de Gizmo ? Non. Et ben, je me suis rendu compte moi de la peluche trop moche que je trouvais hideuse chez ma mère. Et en fait, quand elle était en fait, c'est un fucking Gizmo. Ça veut dire, j'avais l'espèce de petit monstre. Et heureusement que j'ai vu le film que maintenant. Sinon, j'aurais pas pu dormir avec un Gizmo dans la chambre. Mais Gizmo, il est gentil. Gizmo et Gizmo, C'est pas c'est possible. une merveille de gentillesse. C'est tout. ouais, ça va. Arrêtez de briser mon cœur. On s'il dirait vous Maître plaît. Yoda mais avec des poils. C'est marrant. On voit qu'ils ont eu un peu les mêmes problèmes de budget. Vous l'aurez compris, mes acolytes n'ont aucun goût. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les Gremlins pour passer un très bon moment, très méchant, très sale gosse, et bien vous amuser. Vous l'aurez compris, si vous voulez étudier un film intéressant qui écrase les codes du cinéma, regardez les Gremlins. Et donc pour conclure, on espère que vous aurez pris nos 3 recommandations de films d'hiver, que vous allez prendre un bon chocolat chaud, un bon gros plaid et regarder des films. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify, c'est super, merci. Ah ouais, c'est bien les étoiles, on aime bien les étoiles, mettez-nous des étoiles. sur Spotify. Il y a des étoiles sur Spotify, Il y il a faut des nous étoiles mettre sur 5 Spotify, étoiles, il faut nous mettre 5 mettez-nous 5 étoiles, étoiles. mettez-nous on a un 5 étoiles super sur podcast. Spotify. Merci Paul d'avoir participé au podcast. De rien. Merci Anne. De rien. Allez, à la prochaine, salut. Je vous en prie, restez concentrés.